la chance ce matin d'avoir le professeur Mathieu Mille, qui est neuropédiatre à l'hôpital de la Timone, et avec qui nous travaillons évidemment étroitement ici et à l'hôpital Gastaut. Voilà, merci Mathieu, je te laisse parler. Merci Fabrice, bonjour à tous. Je suis très heureux de représenter l'épileptologie pédiatrique qui, comme vous le savez, à Marseille travaille bien sûr étroitement avec le service d'épileptologie adulte pour plusieurs raisons. La première, c'est quand même que la plupart des patients épileptiques enfants, ils deviendront des adultes et qu'il faut que le suivi se fasse le plus naturellement possible. Et puis aussi parce que à Marseille, on met en commun l'ensemble des compétences pour essayer de tirer le meilleur de tout le monde. On travaille avec l'équipe de l'hôpital Henri Gastaut, qui est la même équipe au sein de la structure Synapse. Alors moi, je ne suis pas généticien, donc je ne vais pas trop vous parler de technique, mais je vais vous parler de ce que nous a apporté la génétique et les progrès de la génétique dans les dernières années, dans notre pratique de neuropédiatre et dans les échanges qu'on a et les prises en charge thérapeutiques des patients. Alors, comme l'a dit Fabrice, l'épilepsie, ça a un rôle très important, la génétique joue un rôle très important dans l'épilepsie. La majorité, on peut dire, des épilepsies ont, ne serait-ce que pour partie, une cause génétique. La plupart de ces épilepsies, elles sont dites multigéniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est un gène qui est responsable de toute l'épilepsie, mais certains gènes peuvent être des facteurs favorisants et expliquer que certains patients vont faire des crises alors que d'autres non. Et puis, il y a une partie des patients pour lesquels la génétique joue un rôle important, et c'est les patients qui ont une épilepsie qui est dite monogénique, c'est-à-dire que c'est un gène qui est responsable de la grande majorité des symptômes ou de l'ensemble des symptômes. Et ces épilepsies, on a beaucoup progressé pour les mettre en évidence. Alors, ça fait partie des épilepsies rares, mais je vais vous montrer, peut-être j'espère en tout cas, qu'en partant de l'étude de ces gènes d'épilepsie qui causent à eux seuls l'épilepsie, on espère progresser dans la connaissance de l'ensemble des épilepsies, même de celles pour lesquelles les gènes jouent un rôle beaucoup plus annexe. Alors, vous savez sûrement que depuis quelques années sont arrivées des techniques qu'on appelle de séquençage au débit, c'est-à-dire qu'on est passé de techniques gène par gène, d'études gène par gène, à des techniques où on n'a plus besoin de réfléchir, plus trop en tout cas. On dispose d'outils qui nous permettent de séquencer des centaines, voire des milliers de gènes à la fois. Et nous, en tant que cliniciens, ça nous a permis de raisonner un petit peu différemment. Avant, on voyait un patient, on se faisait raconter son histoire. Quand on est pédiatre, évidemment, on parle beaucoup aux parents et puis à l'enfant. Et en fonction du type d'épilepsie, du diagnostic évoqué, on pouvait parfois se dire, tiens, peut-être que cette épilepsie, elle est due à ce gène-là. Et on demandait l'étude de ce gène-là. Donc on a 30 000 gènes, on demandait un gène. Alors quelquefois, on avait de la chance, et c'était celui-là. Et puis quelquefois, les symptômes épileptiques du patient pouvaient correspondre à 15 gènes. Et donc on commençait par un, puis on avançait. Chaque gène, c'est 3 mois de travail. Et donc, vous imaginez le temps qu'on mettait pour trouver, enfin en tout cas pour étudier tous les gènes qui pouvaient être responsables du tableau épileptique du patient. Et puis maintenant, on n'a plus trop besoin d'a priori, puisqu'on peut dire, voilà, le patient que j'ai en face de moi, il a une épilepsie qui a des caractéristiques pour dire qu'elle est certainement génétique et qu'elle est peut-être due à un seul gène. J'ai les outils pour étudier, non pas un gène à la fois, mais en routine, 130 gènes à la fois. Les 130 gènes les plus fréquemment impliqués dans l'épilepsie, avec un résultat qui est de l'ordre de 6 mois. Et donc, ça nous a permis de la nécessité d'avoir un a priori très fort et de dire je pense à ce gène-là. Sinon, le laboratoire nous disait si tu ne penses pas à aucun gène, je ne peux pas te faire les 30 000 gènes avec 3 mois de travail pour chaque gène. Maintenant, on dit l'a priori il est un peu moins fort. On dit je pense que cette épilepsie est génétique. Voilà, donc je vais vous expliquer en 2 mots ce qu'on peut faire actuellement. On peut faire, donc avec des a priori qui sont plus faibles, des ACPA, c'est-à-dire des études chromosomiques sur puces à ADN qui sont tellement précises qu'elles peuvent. Donc les ACPA, ça sert à regarder
en gros, s'il manque un petit bout de chromosome, mais ces petits bouts sont tellement petits que ça revient à compter le nombre de gènes. On a tous à peu près 30 000, on a tous le même nombre de gènes, 30 000 gènes, 2 paires de chaque gène, un qui vient de notre père, un qui vient de notre mère, et les techniques d'ACPA, qui sont de la routine, elles permettent de dire si un patient qui est en face de nous, il manque un gène ou pas, s'il y a un gène qui n'a pas été transmis. Alors, ça, c'est des techniques un petit peu grossières, parce que la plupart des maladies génétiques, c'est pas qu'il manque un gène, c'est qu'il y a une faute de frappe au sein d'un gène. Mais en tout cas, dans 10% des cas, cette technique, elle permet d'expliquer l'épilepsie du patient. Alors, en pédiatrie, il y a des syndromes qui sont bien connus, qui sont en rapport avec une délétion, donc un bout de chromosome qui manque, qui emporte quelques gènes, quelquefois un gène. Par exemple, le syndrome d'Angelman, où l'épilepsie est très importante. Et puis ensuite, si on veut être plus précis, si on veut séquencer les gènes, lire les gènes, on peut utiliser des panels. Il y a à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, à Reims et à Paris. On a monté un réseau et on peut proposer d'étudier un panel de gènes. On a tous les mêmes panels, les 130 gènes les plus fréquemment impliqués dans l'épilepsie monogénique. Alors, ces 130 gènes, ils sont impliqués dans des épilepsies différentes. Certaines débutent en période néonatale, certaines débutent à l'âge adulte, mais en tout cas, on peut le faire en routine, et donc ça a permis de progresser, parce que maintenant, avec ce panel, dans 25% des cas, on trouve la cause de l'épilepsie lorsqu'elle est monogénique. Et vous voyez que ces panels, le nombre de gènes augmente très rapidement, 64 en 2015, 130 en 2017, parce que en fait, la recherche permet de trouver tous les jours quasiment des nouveaux gènes associés à des épilepsies, qui la plupart du temps sont rares. Et puis ensuite, on peut même faire de la recherche, et on a les moyens, maintenant la capacité, d'étudier soit l'ensemble des gènes qui ont été associés une fois à une maladie, quelle qu'elle soit, ça s'appelle l'exome clinique, et on peut même maintenant séquencer l'ensemble des gènes d'un patient donné. La technique, elle n'est pas très compliquée. Ce qui est compliqué, c'est l'analyse et l'interprétation, puisque dans cette salle, on est tous des êtres humains, mais on est tous différents. Et donc, quand on séquence tous les gènes, on voit beaucoup de variations, mais qui ne sont pas des variations pathologiques, qui sont des variations qui expliquent qu'on n'est pas tous, on fait pas tous la même taille, on ne fait pas tous le même poids, on n'a pas tous la même tension artérielle, la même résistance à l'effort, etc. Et donc, plus on séquence de gènes, et plus on a besoin d'expertise pour éliminer les variations qui ne sont pas pathologiques et trouver les variations qui sont vraiment pathogènes. Alors, je vais dire quelques mots pour illustrer ce que ça nous apporte la génétique, en plus de trouver le gène, parce que une fois qu'on a trouvé le gène, il y a tous les aspects qui sont très importants, de conseil génétique, de conseil à la famille, et puis on espère tous qu'on va pouvoir, que ce sera le début d'histoire de traitement, comme l'a dit le professeur Mikalev, de traitement plutôt personnalisé des patients. Alors, je prends l'exemple des encéphalopathies épileptiques précoces parce que c'est une thématique sur laquelle on travaille à Marseille. L'idée, c'est de pouvoir illustrer quelque chose qui peut tout à fait se concevoir dans des épilepsies de l'âge adulte ou des épilepsies qui débutent chez les enfants plus grands. Donc, les problèmes de ces épilepsies, c'est qu'elles étaient décrites avant l'ère de la génétique et qu'on savait déjà que c'était très hétérogène, que les causes étaient multiples. Et on avait du mal à aller plus loin que de dire que certainement les patients avec la même maladie, encéphalopathie épileptique précoce, avaient des causes différentes parce qu'ils évoluaient différemment et que les traitements étaient différents. Voilà, donc ce qui était décrit, je vais vous passer ça rapidement si ça marche pas, donc ça règle le problème, c'était différents syndromes qui sont basés sur l'étude des patients, le EEG, la vidéo. Et c'est vrai que quand on monte ces petits patients-là, à chaque fois, j'ai bien sûr une pensée pour eux, c'est des patients qui ont grandi, qui ont évolué quelquefois favorablement, malgré le fait qu'ils nous ont beaucoup inquiétés, et puis aussi leurs parents qui sont jamais loin, qui peuvent nous prévenir quand les crises ont lieu pour qu'on puisse caler la vidéo comme il faut. C'est toujours les aidants, ils ont un rôle extrêmement important pour la description de ces patients tout petits qui ne peuvent pas nous prévenir et nous dire je sens quelque chose qui ne va pas, je vais peut-être faire une crise. Et donc, ce qu'on savait, c'était que la plupart de ces patients, on a vraiment du mal à les classer. On a du mal à faire des groupes de malades et à dire ces patients-là, ils se ressemblent, et donc suivons-les et essayons de traiter spécifiquement leurs problèmes. Et puis, ces patients-là, ils sont un petit peu différents, etc. Et la génétique, je vais vous montrer que ça nous a aidé un petit peu
à classer ces patients. Donc c'est quelques exemples que je vais vous donner. Et puis on espère que cette classification, le fait de regrouper les patients entre eux, ça va nous permettre de développer des essais, de développer de la recherche pour spécifiquement les aider eux. Et puis peut-être, ça c'est toujours les bons côtés de la recherche, hein, peut-être que ces recherches sur quelques patients qui ont des maladies rares, elles vont bénéficier à beaucoup d'autres patients. C'est comme ça que souvent on avance, hein, c'est en s'attaquant spécifiquement à un problème, quelquefois ça nous donne des idées pour généraliser les soucis, généraliser les solutions. Alors, dans les épilepsies précoces, la génétique, ça nous a aidé à classer les patients, clairement. Ça nous a aidé à trouver des patients qui débutent de manière très brutale, de manière très explosive, avec plein de crises, et qui ont des gènes qui sont un peu toujours les mêmes, hein. Peu importe le nom des gènes, hein, mais c'est des gènes qu'on étudie beaucoup, parce que c'est des gènes qui semblent associés à un début très précoce de l'épilepsie, et très très brutal, avec la plupart du temps une évolution plutôt favorable, hein, et une diminution spontanée des crises. Donc quelque chose d'intéressant, hein, un gène qui cause une épilepsie qui a l'air d'évoluer favorablement en termes de crise, sans qu'on ait besoin forcément de prolonger les traitements. Donc c'est des patients qui nous intéressent beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau pour que spontanément, sans notre aide, après une période difficile, les crises s'arrêtent. Et puis, au sein de ce groupe de patients, il y a aussi des patients qui débutent très différemment, sur un mode beaucoup plus progressif, et on s'est aperçu que ces patients, ils avaient des gènes complètement différents. Et donc, c'est aussi intéressant de savoir, est-ce que les gènes qui sont associés à une épilepsie, qui débutent précocement, mais qui commencent beaucoup plus lentement, hein, qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces gènes, et qu'est-ce qui modifie dans les réseaux qui aboutit à une épilepsie. Et puis bon, il y a même des patients, on s'est aperçu, hein, qui débutent par des malaises qui ne sont pas des crises, et puis qui évoluent vers des crises par la suite. Et donc c'est important, parce que c'est peut-être que certains gènes, ils peuvent nous faire comprendre le lien entre des malaises non épileptiques, des anomalies du rythme du cœur, des anomalies de la fréquence respiratoire, et la survenue d'épilepsie plus tard. Voilà, donc ces techniques-là, elles ont permis de vraiment progresser, puisque sur une cohorte qu'on constitue, qui continue de s'implémenter à Marseille, de 400 patients, on arrive à peu près à un tiers de diagnostic, alors que dans ces épilepsies, jusqu'à il y a 10 ans, on était à 5% de diagnostic. Donc vous voyez qu'on progresse, et qu'on arrive à, dans un tiers des cas, expliquer pourquoi l'enfant qu'on a en face de nous, pourquoi il est malade, expliquer à ses parents et expliquer à l'enfant. Alors, est-ce que ça va permettre de la génétique d'aller vers une thérapie ciblée? Notre objectif, c'est quelque chose, en tout cas, le message que je voudrais faire passer, c'est que malheureusement, ce sera compliqué, et qu'on a cru, hein, on s'est dit, une fois qu'on a trouvé le gène, on étudie à quoi il sert sur des cellules dans une petite boîte au laboratoire, hein, et puis une fois qu'on a trouvé à quoi il sert, on essaye de corriger l'action délétère qu'il a, et puis on va guérir les patients. En fait, c'est souvent plus compliqué que ça, parce qu'un gène, il sert toujours à plein de choses. Et donc, quand on étudie sur un modèle simplifié, on étudie un effet, mais probablement que corriger un seul effet, ça ne permettra pas de corriger l'ensemble des symptômes. Donc là, je vous ai mis des titres d'articles pour vous dire quand même qu'il y a des choses qui se passent, hein, c'est des articles très récents, et qui sont des études en fait préliminaires, et qui disent que, en fonction de certaines mutations, certains traitements peuvent être ou pas être efficaces. Probablement que donc trouver le gène, ça suffira pas, et qu'on aura besoin de développer d'autres méthodes d'analyse. Très rapidement, je vous explique ce qui s'est passé pour KCNQ2. Donc c'est un gène probablement le gène le plus fréquemment trouvé muté dans l'épilepsie néonatale. Ce gène il code pour un canal qui laisse rentrer le potassium, qui laisse sortir le potassium de la cellule, donc comme une porte qui s'ouvre et qui se ferme, et qui fait que le potassium sort des neurones. Et quand les patients sont mutés, c'est comme si la porte était grippée. En fait, elle n'arrive pas bien à se fermer. Il y a une fuite de potassium, et donc la porte n'arrive pas bien à se fermer, ou alors inversement, la porte est grippée dans le sens, elle est trop fermée, et elle n'arrive pas bien à s'ouvrir. Et on a été très content quand on a trouvé ce gène, parce qu'il se trouve qu'il y a des médicaments antiépileptiques qui spécifiquement
agissent sur cette porte, et en particulier qui, lorsqu'elle est grippée en position fermée, peuvent faciliter son ouverture. Et on s'est dit, chez les patients qui ont une mutation qui entraîne une fermeture trop importante de la porte, qu'on n'arrive pas à ouvrir, avec ce traitement, on va améliorer les choses. Et on s'est aperçu que ça ne marchait pas bien. Et du coup, on a regardé sur des modèles animaux pourquoi ça ne marchait pas bien. Et on s'est aperçu que cette mutation, qui, quand on étudie sur un modèle simplifié, effectivement, empêche la porte de bien s'ouvrir, elle a d'autres effets inattendus. Elle fait que le canal se distribue, va se localiser à différents endroits du neurone, là où il ne devait pas être. Et puis, cette mutation, elle fait que les neurones, on ne sait pas très bien pourquoi, auront du mal à se connecter avec les autres, alors qu'on pensait jusque-là que ce gène, il servait juste à fabriquer une porte. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est plus long qu'attendu, et que trouver le gène, on ne peut pas dire aux familles, voilà, on peut pas dire aux patients, on a trouvé le gène, donc c'est une question de semaines pour trouver la molécule. Mais il y a quand même, des progrès qui sont faits, et je vais vous en parler un petit peu. Et puis il y a une autre difficulté qu'on a, ça c'est quelque chose qu'on peut généraliser à toutes les épilepsies, que les patients savent bien, que les familles savent bien, c'est que traiter les crises, ça ne règle pas tous les problèmes, et que, en particulier dans les épilepsies génétiques, il y a souvent d'autres symptômes que les crises, des difficultés plus ou moins importantes sur le plan intellectuel, cognitif, mémorisation, et qu'on s'est aperçu que traiter les crises, bien sûr, c'est mieux que rien, mais ça ne règle pas l'ensemble des symptômes des patients. Alors, je vais quand même terminer sur une note plutôt positive et optimiste, pour dire qu'il y a quand même des progrès qui découlent de la génétique. Alors, un des exemples dont je vous parle ici, c'est Sandro Dravet, puisque Charlotte Dravet, c'est une neuropédiatre marseillaise qui a décrit un syndrome, une épilepsie génétique qui est grave, qui débute dans l'enfance, dans la première année de vie, et qui aboutit à une épilepsie pharmacorésistante avec une déficience intellectuelle, un handicap, la plupart du temps important. Et depuis très longtemps, ça fait partie des premières épilepsies pour lesquelles on a trouvé le gène en cause, un canal, donc une porte qui code pour une porte perméable au sodium. Ça explique quasiment tous les patients, c'est retrouvé chez quasiment tous les patients porteurs de cette maladie. Et ça a été long, mais la découverte de ce gène a permis de mettre en place des modèles animaux, des souris et des poissons. Et je ne vais pas vous parler de tout ce que ça a permis de comprendre, mais ça a permis de comprendre quand même beaucoup de choses. Et je voudrais vous parler des poissons, parce qu'on peut se dire, quand même, ils ont été forts. Faire des poissons pour expliquer une pathologie aussi complexe qu'une maladie épileptique qui impacte sur le développement. Mais bien sûr, ça dépend des questions qu'on pose. On ne va pas demander aux poissons de savoir quels troubles cognitifs sont causés par le gène. Mais par contre, les petits poissons, ça se reproduit très vite et c'est très facile de leur induire des mutations génétiques. Et ça permet de faire des screenings très large échelle de molécules. On s'est aperçu que les poissons qui avaient la mutation Dravet, ils ne bougeaient pas comme les poissons normaux. Ils ne se mobilisent pas comme les poissons normaux. Donc on les met dans des grands aquariums, on les filme, chaque poisson est filmé, et puis on teste, on met dans l'aquarium des molécules, et on voit si les molécules aident ou pas le poisson à mieux nager. Et ça, c'est des screenings qui sont faits ici, vous voyez, il y a 1200 molécules testées, et puis on s'aperçoit qu'il y a quelques molécules qui rendent le poisson normal, le poisson se remet à nager normalement. Alors c'est pas pour ça, vous avez vu ce matin que la route est longue, entre cette découverte et l'autorisation de mise sur le marché d'un traitement, mais en tout cas, c'est une étape qui nous dit on ne va pas tester 1200 patients à des étapes plus élaborées, 1200 traitements, on va en tester quelques-uns, ceux qui marchent le mieux. Et c'est cette technique qui a permis d'aller et de valider un essai qui est en cours dans le syndrome de Dravet avec un médicament qui s'appelle la fenfluramine, qui est un médicament qui existait déjà, mais qui n'était pas du tout développé comme antiépileptique, et dont on s'est aperçu que chez les poissons, elle avait un effet antiépileptique, et puis chez l'homme aussi, parce que c'est un médicament qui n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en Europe, sauf en Belgique, dans des cas très particuliers, et les Belges ont les premiers fait une étude, très contrôlée, chez des patients ayant un syndrome de Dravet. Ils ont montré que c'était une molécule qui était extrêmement efficace, la plus efficace des molécules testées jusqu'alors dans le syndrome de Dravet. Voilà, et puis il y a d'autres exemples qui sont encore plus récents, qui ne sont pas toujours issus de la recherche
chez l'animal. Le fait d'avoir des patients qui ont la même mutation et de les suivre, ça permet d'avoir de vraiment progresser beaucoup dans notre expérience, puisque, on en parlait encore ce matin avec des familles, essayer une molécule chez un patient et avoir un effet inhabituellement efficace, on peut dire ça nous intéresse, on va bien suivre ces patients et peut-être on va le proposer à d'autres patients qui ont la même pathologie génétique pour voir comment ils vont. Et ça a été le cas de SCN8A ou d'autres gènes, où on s'est aperçu que des molécules antiépileptiques largement utilisées étaient vraiment, vraiment efficaces. Et donc, c'est grâce aux patients, les premiers, les pionniers, on s'est aperçu de ça. Et maintenant, on peut traiter beaucoup plus précocement et beaucoup plus efficacement les nouveaux patients chez qui on trouve les mutations. Parce que on s'est aperçu que les patients ressemblaient. Si on n'avait pas le gène, on n'aurait pas pu faire le lien entre l'efficacité d'une molécule et la cause. Voilà, donc les progrès, ils sont qu'on fait plus de diagnostics. Je n'ai pas parlé de la génétique, mais ça, vous savez tous que ça a une implication très importante pour le conseil génétique, pour soi-même, pour sa famille. Et puis, peut-être que la génétique, elle a permis une meilleure efficacité de la recherche. En tout cas, c'est plus facile pour nous de partir de modèles animaux génétiques que de modèles animaux d'une maladie qui est très hétérogène. Même si on a besoin aussi de modèles qui ne sont pas tous génétiques, parce que l'épilepsie, c'est pas toujours génétique, loin de là, vous le savez bien. Et puis, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la génétique, c'est pas tout, et qu'on a besoin de recherche en neurophysiologie, en électrophysiologie, de recherche pour comprendre le lien entre un gène malade et une maladie qui est toujours beaucoup plus complexe chez un être humain qui a 30 000 gènes, qui a une histoire, qui ne peut pas se limiter évidemment à un gène malade. Voilà, donc si vous avez des questions, je redis répondre. Et bien sûr, je remercie tout particulièrement les familles des patients, les associations qui nous aident à participer à cette recherche qui est une recherche internationale sur les épilepsies en général. Voilà, merci.